Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Nous ne pouvions pas prendre une pause café sans jamais parler de café. De l'Éthiopie en passant par le Brésil et la Colombie, nous allons découvrir un monde méconnu et pourtant tellement populaire. Aujourd'hui, je reçois François qui nous parlera de la troisième boisson la plus consommée au monde et de son métier de torréfacteur. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown-Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour François, bienvenue dans ma pause café. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour parler de ton métier. Donc, on va rentrer plus en détail tout à l'heure. Mais généralement, je demande toujours à mes invités s'ils sont plutôt thé ou café. Parce qu'il y a énormément de personnes qui boivent du thé. Mais bon, là, la question serait un petit peu incongrue. Donc, toi, je vais plutôt te demander, quand es-tu tombé amoureux du café ? C'est une très bonne question en fait. Je pense que j'étais tout petit, je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans. Donc dans ma famille, en fait, on est torréfacteur de père en fils depuis 4 générations. Donc j'ai un frère et une sœur et on est tous torréfacteurs dans la famille. Et donc mon papa était torréfacteur également. Et j'ai ces souvenirs en fait d'enfance lorsque quand je rendais visite à mon père à la torréfaction. Je jouais sur les sacs de café, je sautais d'un sac à l'autre. Et il y a cette odeur très particulière de café vert qui est restée en fait dans mon nez. Et quelque part, à chaque fois que je sens l'odeur du café vert, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Et je pense que c'est un peu mes premiers souvenirs de café, malgré le fait que je ne buvais pas encore de café à cette époque-là. Je pense que c'est vraiment le moment où je suis tombé amoureux du café. Alors, une question que je pense beaucoup vont se poser. Tu es plutôt George Clooney ou James Hoffman ? J'aime beaucoup George, en fait, pour ses qualités d'acteur, mais je vais devoir répondre à Hoffman. Oui, j'aime beaucoup ce que James Hoffman il fait en ce moment. Son livre sur le café est très, très bon. Et il a également un channel YouTube à présent qui est vraiment très intéressant. Et donc ouais, sans aucun doute, Alors, on va parler de la production du café, mais avant de commencer, alors je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, parce que même moi, je ne le savais pas avant de préparer cette émission. C'est quoi le café exactement ? Le café, c'est un fruit qui pousse dans les régions tropicales à travers le monde. On en retrouve aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique qu'en Asie. Et donc, à la base, c'est une plante, c'est un arbre fruitier en fait qui produit des cerises. Et dans cette cerise, une fois qu'on retire la pulpe, on peut récupérer 2 petits grains au milieu. Et en fait, c'est un café. Finalement, ce sont les grains qui sont au milieu d'un fruit. D'accord. Le fruit, c'est la cerise, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'on utilise toutes les parties de la cerise ? Ou non, il y a vraiment des spécificités à chaque partie et tout n'est pas utilisé? Traditionnellement, dans la culture du café, on n'utilise que le grain. Donc, on n'utilise pas la pulpe. Maintenant, tu peux manger une cerise, c'est assez bon d'ailleurs. Si tu la croques, c'est assez doux. Ça goûte un petit peu comme une prune, quelque part. D'accord, ça n'a rien à voir avec le café en fait. À la base. C'est un fruit en fait, donc c'est complètement comestible comme n'importe quel autre fruit, mais pour certaines raisons. Déjà, la cerise c'est un fruit qui est relativement petit, et donc du coup, les grains de café en eux-mêmes, ils prennent pas mal de place en fait à l'intérieur. Donc il n'y a pas énormément de pulpe, mais cette pulpe est complètement comestible. Ça n'a pas énormément de goût, donc du coup, je pense qu'on n'en fait pas trop le commerce. Et donc une fois qu'elle est retirée, la pulpe, beaucoup de producteurs peuvent utiliser cette pulpe pour différents usages, mais ce qui est très souvent utilisé, c'est pour faire du compost. Donc la pulpe, elle atterrit sur une pile de compost, et ensuite c'est réutilisé à travers les champs, à travers les cultures. D'accord. Ok. Et dans quelle région on produit le café ? Donc c'est dans les régions tropicales, donc c'est entre les tropiques, donc le Cancer et Capricorne.
D'accord. Où il Et fait très donc, chaud. ouais, c'est ça. Donc, il faut donc le café. Donc, c'est une plante. Enfin, les caféiers. Donc, caféier, c'est le nom de la plante. Et c'est une plante qui est assez fragile en général. Donc, il y a deux grandes familles de caféiers, comme beaucoup de gens le savent. Il y a les arabicas et les robustas. En général, les arabicas sont les plus prisés parce qu'au niveau gustatif, ça a une meilleure qualité. Et en fait, ces caféiers, ces arbres, sont très fragiles. Donc, il leur faut pas mal de chaleur, pas mal d'exposition au soleil. Il faut de l'eau, mais pas trop. Il faut éviter le givre. Donc, il y a pas mal de conditions. Et donc, effectivement, c'est des conditions tropicales, en fait, qu'il faut, qui sont idéales. Donc, maintenant, il y a quelques exceptions. Par exemple, le Mexique, qui est un petit peu en dehors des zones tropicales, produit du café. On commence doucement à produire du café en dehors de ces zones-là, comme par exemple en Californie, aux États-Unis. On a commencé, il y a une ferme qui produit maintenant un petit peu de café. Mais c'est encore très, très limité. Ok. Et la plus grosse région à produire du café, c'est laquelle? Actuellement, donc les plus gros producteurs de café dans le monde, c'est le Brésil et le Vietnam. D'accord. Le Brésil pour l'arabica et le Vietnam pour le robusta. Mais l'Afrique produit énormément de café, ainsi que l'Amérique latine. L'Asie, c'est un peu plus parsemé, mais il y a quand même pas mal de production, notamment en Indonésie. Et donc le café, originairement, en fait, c'était du côté de l'Arabie, en fait. Donc, ça vient de l'Éthiopie, Yémen. Ouais. Et en fait, les Yéménis sont les marchands yéménis ont été les premiers à faire du commerce, en fait, de café. Historiquement, et après, il y a eu la grande période coloniale où finalement, toutes les colonies ont commencé à se piquer en fait des graines de café et à aller les planter à droite-gauche. Donc notamment, le café est arrivé en Amérique. Et donc maintenant, on trouve énormément de production de café en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais disons que pour les cafés de meilleure qualité, auxquels personnellement je m'intéresse le plus, c'est essentiellement l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, du Kenya, mais aussi donc l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et puis également un petit peu en Asie. D'accord. Est-ce que tous les pays récoltent le café de la même manière? Est-ce qu'il y a des spécificités en fonction des régions ou est-ce que c'est une seule et même technique de récolte? Alors ça, c'est un très gros sujet parce qu'effectivement, il existe pas mal de systèmes différents. D'accord. Tout d'abord, il y a différents types de caféiers qui sont plantés dans le monde. Donc, on parlait des deux grandes familles, mais en fait, dans ces deux grandes familles, on retrouve toute une série de plants de café qui ont muté en fait à travers le temps. Et donc, on retrouve ce qu'on appelle en fait des variétés. Donc, en fait, il existe toute une série de variétés différentes d'arbres à café. Et en fait, ces caféiers-là vont avoir besoin de conditions un tout petit peu différentes pour pouvoir pousser idéalement, mais aussi ne vont pas donner les mêmes quantités de café, vont avoir une taille différente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est que il va falloir tous ces fruits, il faut les récolter. Et donc, bien souvent, comme je disais, les caféiers sont des arbres qui sont qui demandent des conditions particulières. Et une de ces conditions, c'est notamment que le café pousse généralement à des altitudes relativement élevées. Et en fait, du coup, bien souvent, les plantations de café se trouvent sur les flancs de collines ou de montagnes. Et donc, c'est assez difficile pour accéder à ces champs avec des machines. Et donc, il y a une grosse partie de la production mondiale de café où toute la récolte se fait manuellement. Doit se faire à la main. Maintenant, il y a d'autres pays comme le Brésil, par exemple, où le café pousse à des altitudes un peu plus basses, où ils ont un terrain qui est un petit peu plus plat. Et donc, ça leur permet en fait d'utiliser des machines qui vont permettre de récolter en fait le café. Donc, en fonction en fait du type de terrain, la cueillette va se faire de manière un petit peu différente. D'accord. Et est-ce que la façon de récolter le café définira sa qualité? Oui. Alors, donc il y a d'une part il y a la cueillette et ensuite il va y avoir donc en fait pour produire des grains de café de bonne qualité, c'est assez impératif que les cerises soient récoltées quand elles sont à maturité. Donc généralement, quand un arbre va commencer à faire pousser des fruits, les cerises vont être vertes et graduellement, elles vont devenir jaunes et ensuite rouges. Et en fait, généralement, quand elles sont bien rouges vifs,
c'est à ce moment-là que visuellement on peut déduire que la cerise est arrivée à maturité. C'est à ce moment-là qu'on veut cueillir les grains de café. Alors bien évidemment, pour faire une tasse de café, il faut des dizaines et des dizaines de grains de café. J'imagine. Je me rappelle plus exactement combien c'est. Il faudrait que je recompte une fois, mais il me semble que c'est quelque part entre 40 et 50, si je dis pas de bêtises. Donc c'est beaucoup de. Donc forcément, si tu imagines que dans chaque cerise, il n'y a que 2 grains, ça veut dire qu'il faut cueillir 25, dans les 20-25 cerises pour produire juste une tasse de café. Une tasse de café, c'est énorme. Alors du coup, forcément, la récolte, elle se fait très rapidement. Et donc forcément, il y a des experts cueilleurs qui sont très rapides. Mais bien entendu, ça arrive bien souvent que dans la cueillette, notamment si on commence à utiliser des machines, il y a différentes cerises à différents niveaux de maturité qui vont être cueillies. Et donc du coup, une grosse partie en fait du process en fait pour faire du café de bonne qualité, ça va être ce qu'on appelle le sorting, donc c'est le triage. Et donc on va devoir trier en fait aussi bien les cerises, donc il y a une partie du triage qui se fait lorsque le café il est encore dans les cerises, et ensuite on va dépulper en fait ces cerises, et il y a encore une autre partie de triage qui va se faire un peu plus loin. Mais en gros, les grains de café, en fait, il y a beaucoup de grains qui ont des défauts, et en fait, pour pouvoir faire un café de très bonne qualité, il va falloir se débarrasser en fait de tous ces défauts. D'accord. Et prendre que les bons, quoi. Et on en fait quoi des moins bons grains? On les jette? C'est fini? Alors, c'est soit on les jette, mais en général, il y a un marché. En général, on n'aime pas trop le gaspillage. Et le truc, en plus, c'est qu'il y a finalement, il y a un marché pour tout. Il y a un marché pour des cafés de très, très haute qualité. Mais il y a aussi un marché pour du café de moins bonne qualité, quelque part. Quand, par exemple, tu réfléchis au café soluble, bien souvent, c'est des qualités de café qui ne sont pas extraordinaires, qui atterrissent là-dedans. Et donc, en fait, il y a beaucoup de cafés, finalement, qui ont des défauts. Pas parce qu'ils ont des défauts qui ne sont pas consommables, à moins qu'il y ait vraiment... qu'il commence à y avoir du moisi ou ce genre de choses, donc, qui les rendent non propices à la consommation. Mais en général, ces cafés-là, si c'est des grains qui ne sont pas arrivés à maturité ou qui ont des... Il existe toute une série en fait, de défauts que ces grains peuvent avoir, et ça peut nuire à la qualité de la tasse. Et donc, ils peuvent quand même être consommés, c'est juste qu'ils ne vont pas être aussi délicieux. D'accord. Et donc, les cafés avec lesquels moi, personnellement, je travaille, c'est des cafés de très haute qualité, qu'on appelle des cafés de spécialité, qui représentent en fait un très petit pourcentage en fait, des cafés produits à travers le monde. Et donc voilà. Donc il y a un peu un marché pour tout. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, tu as envie, si tu veux faire du café de bonne qualité, il faut bien trier. Et tous ces cafés qui sont triés, qui sont mis de côté, on peut quand même les utiliser, mais bien souvent, si c'est des pays qui sont un peu plus pauvres, parfois ça atterrit sur le marché local. Parce que bien entendu, les cafés de meilleure qualité, c'est ceux que tu peux vendre à un prix plus élevé aussi. Donc bien souvent, ils sont destinés à l'export, tandis que des défauts, tu ne vas pas pouvoir en tirer grand-chose. Donc, du coup, bien souvent, c'est simplement vendu à très petit prix sur le marché local, quoi. Parce que ça ne vaut pas le coup, en fait, d'exporter ce produit. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que le café soluble, c'est forcément de mauvaise qualité? D'accord. Non, tu peux faire du café. Donc, il y a quelques compagnies maintenant qui commencent à faire du café soluble de bonne qualité. Et c'est faisable. Je me suis pas énormément penché sur le sujet, mais j'ai eu l'occasion de goûter quelques cafés solubles qui étaient très bons. Tu peux quand même goûter qu'il y a eu un petit peu d'oxydation et que c'est pas aussi bon que du café qui est frais, mais après voilà, c'est la facilité du café soluble. Ce qui se passe en fait, c'est que le procédé en fait pour faire du café soluble est assez long et donc du coup est assez coûteux. Et donc du coup pour avoir un produit qui reste accessible pour la vente en supermarché et pour de nombreux ménages, bien souvent en fait les grandes marques vont acheter du café de moins bonne qualité pour réduire les coûts. Mais en fait, si tu prends du café de bonne qualité et que tu en fais du café soluble, donc tu passes à travers tout le procédé, tu peux faire quelque chose de très bon. Mais évidemment, ça va être relativement coûteux. C'est un procédé supplémentaire. Produire du café de bonne qualité, c'est un procédé long qui demande énormément d'efforts. Et donc forcément, ça va être très coûteux. Et donc si tu rajoutes encore un procédé supplémentaire, c'est comme la décaféination. Si tu veux décaféiner du café,
C'est possible d'avoir de décaféiné qui est très bon, mais il va falloir payer un prix plus élevé parce que tu dois déjà payer un certain prix pour avoir une bonne qualité, et en plus de ça, tu vas devoir rajouter encore un procédé supplémentaire. Ouais, la qualité a un prix, forcément. Ouais, absolument. Et est-ce qu'il y a des appellations qui définissent la qualité du café ou des AOC, des choses comme ça? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Il y a quelques pays qui essayent un petit peu d'avoir une certaine renommée par rapport à leur café. Forcément, il y a certains pays producteurs qui ont une grosse réputation, comme l'Éthiopie par exemple, ou la Colombie, qui sont des producteurs de café qui ont beaucoup misé en fait sur la culture du café, et donc ils ont maintenant cette réputation d'avoir du café de très haute qualité. Maintenant, des appellations d'origine contrôlée, très peu. Pas vraiment de gros contrôles qui se font. Il faut dire aussi que l'industrie du café est assez... donc je parlais un petit peu auparavant en fait, de l'industrie du café de spécialité. Et en fait, cette industrie de spécialité, c'est c'est une addition assez récente. Parce que en opposition en fait, au mot spécialité, on fait souvent référence au café de commodité. Donc, en fait, le café de commodité, c'est un petit peu le café... c'est du café qui est pas spécial, en fait. Donc, c'est assez... qu'on boit tous les jours. Oui, mais en fait, pendant très longtemps, le café, c'était considéré comme un petit peu un aliment de base. Donc, le café, c'était comme du sucre, c'était comme de la farine, ce genre de choses. Et en fait, voilà, le café, ça goûtait le café, et voilà. Et très bien comme ça. Et en fait, il y a une certaine révolution en fait dans l'industrie du café, je dirais au début des années 90, lorsque il y a beaucoup de torréfacteurs qui se sont dit, mais en fait, et de producteurs aussi, qui se sont dit, mais en fait, le café, c'est un produit qui est beaucoup plus complexe aromatiquement et gustativement que ce qu'on aurait pu imaginer au préalable. Et donc maintenant, le café, c'est devenu un produit fin. Un produit délicat, au même titre que le vin, que le thé, que le whisky, que le rhum. Donc, notamment, il y a des industries comme ça qui sont établies depuis un certain temps. Je pense notamment le thé en Asie, mais aussi le vin, par exemple, en France. Exactement. C'est des industries qui sont... c'est des produits qui ont été considérés comme étant des produits de spécialité pendant un bout de temps maintenant, alors qu'il y a d'autres produits qui sont en train de se renouveler. Donc, c'est le cas du café, et puis c'est le cas d'autres produits, notamment quand on pense avec la bière, avec toutes les microbrasseries qu'on trouve un petit peu partout, il y a un certain renouveau, en fait, et donc on redécouvre aussi certaines saveurs et de nouvelles saveurs, en fait, peut-être peu. Et voilà. Et donc, le café, c'est... Mais c'est super intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'au quotidien, on a tellement l'habitude de boire un café, et pas forcément, comme tu le disais, des grands crus, qu'on pourrait vraiment penser que non, le café, c'est uniquement ce qu'on boit dans le café du coin, alors que pas du tout. Il y a vraiment de belles pépites, et il y a, comme tu le disais, des arômes à découvrir et des choses d'exception. Donc ça, c'est bien de le souligner pour ceux qui ne le savaient pas. Absolument, absolument. Moi, je voudrais parler d'un aspect du café qui m'intéresse beaucoup, c'est l'environnement, l'écologie. Quel est l'impact environnemental d'une production de café? C'est une question très intéressante. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour y répondre, parce que je ne suis pas agronomiste. Donc, du coup, il y a encore beaucoup de choses que je découvre au fur et à mesure. Je pense que l'impact est là. Je ne pense pas que le café, comme tous les produits d'export et d'import, ce n'est pas les produits les plus clean. Tout simplement parce que si on veut consommer des pommes de terre, des pommes, on peut avoir des circuits très courts, parce qu'on produit ça. Donc moi, je vis pour le moment en Angleterre. Donc j'aime beaucoup, en fait, personnellement, consommer des produits qui sont... produit très proche de chez moi. Ouais. Et donc, j'essaie de consommer le plus local possible. Mais comme on le mentionnait avant, le café, malheureusement, c'est pas possible en Europe.
Et donc, du coup, il faut l'importer de zones tropicales. Et donc, forcément, le plus gros impact pour moi, c'est vraiment l'impact du mouvement de marchandises, qui est un gros souci. Et je pense que ça vaut pour le café, mais ça vaut pour des tas de choses. Mais forcément, on fait bouger des grosses quantités de marchandises sur les mers, sur des gros paquebots enfermés dans des containers. Donc, forcément, ça a un impact. Et donc, c'est assez dur de limiter cet impact-là. Au niveau des fermes, il y a beaucoup de fermes qui essayent de limiter leur impact sur l'écologie, donc d'avoir une meilleure approche écologique. Donc, il y a pas mal de fermes qui se mettent à l'organique, qui essayent de limiter la quantité de pesticides, de fongicides qui sont utilisés dans les champs. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de travail qui est fait là-dessus actuellement. On parle de commerce équitable aussi? C'est de ça que tu parles? Oui, un peu les deux. Parce que je pense que ça va un peu de pair, parce que finalement, quand on pense à des produits exotiques qui viennent de loin, comme le café, forcément, bien souvent, c'est produit dans des pays qui sont relativement pauvres. Et aussi, on peut se soucier un petit peu de l'impact écologique. Et donc, bien souvent, c'est un petit peu des questions qui vont de pair, parce que forcément, en tant que consommateur en Occident, on se demande un petit peu comment ces produits-là sont. Est-ce que c'est un produit qui est créé de manière responsable, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des gens. Et donc oui et non. Il y a beaucoup de café qui est respectueux. Je pense qu'il y a beaucoup de café qui n'est pas respectueux aussi. Donc en général, ce que je conseille toujours, c'est mettre un tout petit peu plus de but. Le truc, c'est que le café, ça reste un produit qui a assez bon marché quand on compare à d'autres produits. Ouais. J'espère que ça ne va pas le rester, parce que très sincèrement, ça devrait être plus cher. Simplement parce que si on veut produire des bons cafés et si on veut payer les gens correctement, il faut payer un prix plus élevé. Et donc j'espère sincèrement que le café, en général, va devenir plus cher. Mais forcément, le marché évolue lentement. Mais je pense que ma perspective, c'est que produire du café de bonne qualité, il faut respecter son environnement et il faut respecter les gens. Parce que on mentionnait un petit peu avant qu'il y a une grosse partie de la récolte, par exemple, qui se fait manuellement. Si tu décides de mal payer en fait tes employés, pourquoi tes employés ils s'efforceraient à faire du bon travail? Exactement. Donc, je pense qu'en fait, la clé en fait réellement pour améliorer en fait les conditions, c'est d'accepter en fait de payer un prix plus élevé pour un produit meilleur et plus respectueux. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et face au réchauffement climatique et à la déforestation massive, penses-tu que l'on pourra continuer à boire autant de café dans les années à venir, ou est-ce que finalement ça va se réguler tout seul? Ça va se réguler, mais ça va être un problème. Ouais. Ça va être un problème. Je pense sur plus ou moins 50 ans. Dans 50 ans, il va y avoir le marché va être très différent, je pense. Effectivement, il y a deux choses à prendre en compte. C'est que d'une part, on a un changement climatique qui s'opère. Et donc, il y a beaucoup de zones productrices de café qui vont disparaître, probablement. Parce qu'en fait, les conditions ne seront plus propices. Donc, par exemple, si un producteur qui est à une altitude modérée, qui avait jusqu'à présent des conditions assez bonnes pour produire du café, peut-être dans 50 ans, s'il y a beaucoup plus de sécheresse en fait, dans sa zone, il y a de grandes chances que cette zone-là ne soit plus propice du tout pour faire de la production de café. Et donc, il va vraisemblablement y avoir pas mal de régions qui vont disparaître. Et peut-être qu'il va y avoir d'autres régions qui vont apparaître, qui étaient jusqu'à présent pas propices parce que trop froides, par exemple, qui vont peut-être apparaître. Donc, effectivement, il va y avoir un changement au niveau géographique dans la production de café qui va se passer. Parce que
le changement climatique qui s'opère pour le moment. Et la deuxième chose aussi, c'est que a priori, la demande va augmenter pour deux raisons. La première chose, c'est que la population mondiale augmente. Et donc, du coup, forcément, la demande va augmenter. Les besoins de les besoins de la population vont augmenter. Et la seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup de marchés qui, autrefois, n'étaient pas consommatrices, désormais s'ouvrent. Et donc, par exemple, si on pense à un énorme marché comme la Chine, qui, jusqu'à présent, n'était pas un gros consommateur de café. C'était plus une culture du thé, en fait, qui est ancrée depuis des millénaires. Des millénaires même. Maintenant, forcément, il y a beaucoup de pays qui se calquent aussi sur le modèle occidental. Et donc, forcément, le café, ça fait partie de notre mode de vie occidental. Et donc, avec l'arrivée de grandes chaînes aussi, genre Starbucks, ce genre de choses, sur des marchés, il va y avoir probablement une demande plus importante. Et donc, d'un côté, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que la production mondiale risque de diminuer et la demande va augmenter. Et donc, quelque part, ça va... Bon, le marché, de toute façon, il se régule toujours de lui-même. Et je pense que, de toute façon, l'avenir le dira. Mais je pense que le café ne sera plus vu comme étant un produit aussi accessible en grande quantité. D'accord. Donc, c'est-à-dire que personnellement, je consomme pas tant de café que ça. Je consomme peut-être une tasse ou deux par jour, ça me suffit. Mais j'aime qu'il soit de bonne qualité. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui boivent du café en énorme quantité, genre entre 5 et 10 tasses par jour. Ah ouais, quand même. Je pense notamment en Allemagne, je pense qu'il y a des gros consommateurs de café. Je ne sais pas comment ils font, parce que personnellement, la caféine atteindrait directement. Mais je pense qu'il y a des gens qui consomment énormément de café. Et je pense qu'il va y avoir un gouffre aussi qui va se créer de plus en plus entre le café de très bonne qualité, plus rare, assez cher, et le café de très mauvaise qualité. Et là où autrefois, on pouvait encore avoir des cafés intermédiaires, je pense que le gouffre va se créer de plus en plus. D'accord. Tu parlais de Starbucks et c'est super intéressant que tu aies mis le doigt dessus. Tu penses quoi du café de Starbucks, en toute honnêteté? Je pense qu'ils achètent du café d'assez bonne qualité. D'accord. Mais malheureusement, ils ont fait un petit peu la signature en fait des grands. Il fait un peu la signature des cafés de Starbucks, c'est qu'ils font énormément de boissons très sucrées avec beaucoup de lait. Et du coup, il faut qu'on puisse encore goûter le café à travers tout ce sucre et tout ce lait. Et donc, la seule manière, en fait, d'atteindre ça, c'est de faire des torréfactions qui sont très foncées. Et donc, bien souvent, si tu goûtes le café, en fait, de Starbucks, c'est juste du café qui est très brûlé, en fait. Et en fait, tu remplaces toutes les propriétés naturelles du café par ce goût de brûlé, de torréfié. Et donc la torréfaction, c'est vraiment un art qui est très délicat parce que c'est vraiment équilibré, en fait, essayer de garder toutes les propriétés naturelles, en fait, des grains. Et donc, je pense que Starbucks, ils achètent pas du café de mauvaise qualité, mais malheureusement, ils ont leur marché et donc leur café, bien souvent, n'est pas très très bon. Maintenant, ceci dit, ils ont des nouvelles initiatives. J'étais il y a quelques années. Ils ont ouvert à travers le monde des nouvelles torréfactions qui s'appellent les Starbucks Reserve. Ouais. Et donc, il y a quelques années, j'étais à Seattle. C'était la première. Et c'était très impressionné parce que tu rentres là et c'est très beau, déjà. Ah oui, c'est magnifique. Et puis c'est très engageant aussi. Les gens sont très sympathiques à l'intérieur. Tu vois que c'est vraiment... ça parle de café, quoi. Et ouais, c'est un peu le Willy Wonka du café. C'est vraiment chouette. Ouais. Et le café, il est encore un petit peu torréfié. Maintenant, c'est aux États-Unis, en général, les Américains. Donc forcément, différents marchés ont des préférences personnelles un petit peu différentes. Et donc, en général, aux États-Unis, le café est toujours torréfié un tout petit peu plus foncé. Mais ceci dit, le café était de bonne qualité. Il était sourcé
ils achètent du café des petites coopératives, des fermes qui produisent de la bonne qualité. Donc du coup, ils sont en train de tout doucement changer un petit peu leur optique, mais presque une course fine. Hein. Ouais, c'est clair. On associe très souvent la pollution aux capsules de café. T'en penses quoi, toi ? Oui, je pense que c'est un gros problème. C'est un gros problème, les capsules. Le plus gros souci avec les capsules, c'est que on consomme beaucoup de produits en fait qui sont emballés. Donc, par exemple, moi, tu veux boire une bière, par exemple, la bière, elle vient dans une canette en aluminium, ou elle vient dans une bouteille en verre. Et donc, ce qu'on essaie de faire pour limiter l'impact, c'est de rincer ces contenants et de les mettre dans une poubelle recyclable, et ça part dans le centre de recyclage. Et en fait, un gros problème avec les capsules d'espresso, c'est que jusqu'à présent, ils ont toujours en fait une double barrière. Donc, ils ont une barrière en plastique et une barrière en alu. Et en fait, c'est la séparation en fait de ces deux matériaux qui est très difficile, qui demande énormément d'énergie. Et donc, du coup, ce qui pollue pas mal. Et donc, il existe maintenant de plus en plus d'autres solutions, comme par exemple des capsules tout alu, qui peuvent être rincées et donc placées après dans une poubelle recyclable, ou alors même toutes plastiques ou même compostables. Si on a un compost, on peut mettre la capsule entière dans le compost. Il y a une certaine demande en fait du marché, donc c'est assez compliqué comme sujet parce que à l'heure actuelle, ils ont bien réussi leur coup en fait. Compagnie qui a démarré ça, parce que maintenant, la majorité des ménages, notamment en Europe continentale, ont une machine à capsules à la maison. C'est vrai. Du coup, en tant que torréfacteur, il y a toujours un petit dilemme entre est-ce que je continue à vendre mon café en grains ou moulu, comme je le fais depuis un bout de temps, ou est-ce que je m'adapte à mon marché? Et la réalité du marché, c'est que la majorité des ménages ont ces machines à capsules. Donc c'est assez compliqué. Je suis pas à 100%. Je suis pas contre. Je pense aussi qu'on a surcompliqué. Se faire une bonne tasse de café à la maison, c'est pas compliqué du tout. Pas compliqué du tout. C'est très simple même. Mais je pense. On va en parler justement. C'est un peu quelque chose qui a un peu disparu et au fin de compte, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent plus comment on fait. Comment on se fait une tasse de café. De la même manière que, imagine un monde où les gens ils savent pas comment on se cuit des pâtes. Ouais. Je fais toujours un peu la comparaison, c'est quand même pas très compliqué. C'est de la cuisine en fait. Et en fin de compte, ce qui s'est passé avec le café, avec l'apparition de tous ces systèmes automatisés, c'est que quelque part, on a perdu. C'est une partie de notre savoir-faire culinaire qui a disparu parce qu'on ne sait plus comment on se fait une tasse de café. Et en fait, c'est pas très compliqué. Et donc. Voilà. Mais après, il y a un petit peu un marché, effectivement. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, le monde, il fonctionne un petit peu au ralenti. Mais c'est vrai qu'on a un rythme de vie assez rapide. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus vraiment le temps aussi de passer du temps pour. Ça vaut pour le café, mais ça vaut pour n'importe quoi. Pour plein de choses. Et je pense que c'est justement pour ça que, pour ne citer que, Nespresso a vraiment a eu cet impact. Parce que comme tu le dis si bien, les gens n'ont plus le temps. Donc là, on met juste la capsule, ça prend 2 secondes et le café est prêt. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui a joué pour beaucoup au succès des machines à café avec capsule. Tout à fait, tout à fait. Il y a ça qui a joué. Et puis, je pense qu'il y a une certaine. Je pense que le goût des gens a un petit peu changé avec le temps aussi. Parce que quand on est sur ce genre de préparation du café, on est sur un café qui est plus concentré que. Donc, traditionnellement, en Europe, pendant longtemps, les gens buvaient du café filtre, donc filtré avec un filtre papier. Et donc, ça donnait un café qui était assez léger, assez délicat. Et en fait, avec le temps, il y a beaucoup de gens qui ont. Apprécier, en fait, qui apprécient même désormais, un café avec une concentration un petit peu plus élevée. Et en fait, donc on est sur un type de café qui se rapproche un petit peu de l'espresso. On n'est pas encore tout à fait, on est vraiment à mi-chemin entre de l'espresso et du café filtre. Donc on est un peu sur une concentration intermédiaire. Et en fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient
ce type de concentration-là au niveau du café. Ouais, je suis d'accord. Alors, maintenant, on va commencer la dégustation. Mais avant de commencer la dégustation, moi, j'ai une question qui, je pense, énormément de personnes ont la même. J'ai un souci avec l'appellation des cafés dans les bars ou restaurants. Je t'explique. Dans certains endroits sur Terre, tu vas demander un café noir, on va te ramener un café serré, d'un tout petit café. Alors que ça, pour moi, c'est un expresso. Mais il y a des endroits où on va te ramener ça. Et des fois, tu vas demander un café noir, mais on va te ramener un café avec de la crème. Et des fois, vice-versa. Quand tu demandes un café crème, on te ramène un café noir. Donc, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous expliquer ces appellations? Café noir, café filtre, expresso, c'est quoi exactement? Ouais, c'est très confus parce que je pense que beaucoup de pays ont des cultures du café un petit peu différentes. Ouais. Donc, forcément, en fonction de là où on se trouve dans le monde, un café, ça peut vouloir dire quelque chose de très différent. Donc, effectivement, si on rentre dans un café en Italie et qu'on demande un café, on va se voir servir un espresso. C'est ça. Voilà. Alors que pour moi, c'est un café plus long. Oui, parce qu'en Italie, un café, c'est un espresso. D'accord. Alors que si on va aux États-Unis, si on va dans sur le bord d'une autoroute, on va dans un American Diner, on va se voir servir un grand mug de café filtre. Avec beaucoup d'eau. Oui. Donc, bien souvent, il n'a pas très bonne réputation. Donc, ça dépend. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, quelque part, ça fait un peu la richesse. Ça fait la richesse du monde. J'adore personnellement, j'adore voyager, donc j'adore voir différentes cultures. Et je trouverais ça un petit peu dommage, quelque part. Alors oui, ça complique les choses. Mais quelque part, si tout le monde avait les mêmes goûts, si tout le monde avait les mêmes appellations, bah finalement, notre monde deviendrait très standardisé. Et donc, quelque part, c'est ce qui fait aussi la richesse et la beauté, en fait, du monde dans lequel on vit, je trouve. Donc, pour être honnête avec toi, je pense qu'il n'y a pas de solution. Faut goûter. La meilleure chose à faire, oui, et puis la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de comprendre en fait ce que différents pays vont appeler de différentes manières. D'accord. Mais moi, ce que je trouve toujours très confus, bien souvent, notamment si tu rentres dans un coffee shop moderne, il y a toutes ces appellations, genre café latte, cappuccino, flat white. C'est beaucoup de café. En gros, c'est très simple. Il y a différentes méthodes en fait pour préparer le café. Les plus connues sont les suivantes. Le café filtre. Donc le café filtre, c'est du café qui est préparé avec un filtre en papier. Et donc généralement, ce filtre en papier, il est placé dans un cône dans lequel on va mettre le café moulu et ensuite on va verser de l'eau chaude sur le café et ça va filtrer à travers ce papier. Et donc c'est personnellement la méthode que j'apprécie le plus. Donc c'est comme ça que je me prépare le café à la maison. Ça donne un café qui est assez léger, qui est assez délicat, mais en même temps ça va permettre, étant donné que le café il n'est pas très concentré, ça va vraiment permettre d'isoler en fait les arômes assez bien. Et ça va donner une tasse qui a beaucoup de clarté en fait. Et donc moi, personnellement, j'apprécie d'avoir cette clarté et une tasse de café qui est assez délicate. Ensuite, on a les méthodes sous pression. Donc la plus connue, c'est la méthode espresso. Donc la méthode espresso, c'est simplement une machine qui va chauffer l'eau et qui va l'envoyer à travers du café moulu assez finement sous pression. Et ça va permettre en fait d'extraire un café qui est assez concentré, très concentré même. Ouais. Et donc bien souvent on appelle ça un shot d'espresso parce que c'est une très petite quantité. Et donc on va avoir finalement tous ces éléments solubles qu'on va extraire en fait du café réduits dans une toute petite quantité d'eau. Et donc ça va donner quelque chose d'assez concentré. Et donc cet espresso, étant donné que c'est si concentré, bien souvent, c'est utilisé comme base pour faire des cafés au lait, parce que, étant donné que c'est si concentré, même si on rajoute une quantité de lait assez importante, on aura toujours le goût du café qui va passer à travers. Ouais. Et donc, c'est utilisé comme base pour différentes boissons lactées qu'on appelle cappuccino, latte ou flat white. Mais en gros, c'est très simple. En gros, c'est simplement un espresso avec du lait chaud préparé à la vapeur.
Bon, au moins, il faut garder ça en tête. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il existe toute une série de méthodes pour préparer le café, comme l'aéropress, comme la cafetière à piston, qui est très connue aussi. Ça s'appelle aussi, bien sûr, la French press, qui est une méthode très simple pour préparer le café. Au Vietnam, ils ont un système bien spécifique. Au Costa Rica, ils ont un filtre en coton. Donc, il y a beaucoup de méthodes, en fait, pour préparer le café à travers le monde. Et donc, ce que je conseillerais, c'est si vous êtes vraiment intéressé par le café, c'est d'avoir un bon livre général sur le café. Et, on mentionnait James Hoffmann en début du podcast, et je pense que j'aime beaucoup son livre qu'il a fait. Donc, le livre est appelé The World Atlas of Coffee, et c'est un très bon livre général sur le café. Donc, si on a de l'intérêt pour le café et si on a envie de mieux comprendre les différentes méthodes de préparation du café, mais aussi comment le café est produit à travers le monde, je pense que c'est un bon point de départ. D'accord. Est-ce qu'on met du sucre dans le café ? Si on veut, si on aime bien. D'accord. Moi, j'aime pas le sucre. J'aime pas le sucre, mais en général, j'aime pas les boissons sucrées. Donc, je mets jamais de sucre dans mon café. En plus de ça, il y a beaucoup de cafés qui... Donc, en fait, la raison pour laquelle, essentiellement, traditionnellement, on a mis du sucre dans le café, c'est parce qu'en fait, le café n'était pas une boisson c'est une boisson assez amère, en fait, et avec un goût assez torréfié. En plus de ça, si on torréfie le café assez foncé, on va avoir pas mal le goût de la torréfaction, donc un goût assez grillé. Et en même temps, toute cette amertume, elle peut être un peu difficile. Et donc, du coup, pour arrondir, pour donner un petit peu de douceur, en fait, à ce café, traditionnellement, on ajoute un petit peu de sucre. Et en fait, on arrive à avoir un café comme ça qui est un petit peu, comment dire, en anglais c'est bittersweet, mais c'est un peu doux amer en fait. Ouais. Donc il y a des gens qui aiment bien ce goût en fait, d'avoir une amertume et en même temps avoir ce sucre. Mais maintenant, si on boit du café de très bonne qualité, en général, ce café-là va avoir plus d'acidité. Et donc, malheureusement, le sucre peut être assez détrimental parfois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le café devient sûr. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on a un café avec plus d'acidité, donc quand on dit l'acidité, finalement, c'est le fruité en fait, qu'on trouve dans la tasse. Et ce fruité, cette acidité, qui est vraiment délicieuse en fait. On boit le café comme ça. Si on rajoute du sucre, ça peut donner un côté très sûr au café et tout d'un coup, ça peut, entre guillemets, ruiner un peu ce café. Ouais, le gâcher. Donc, je pense que le sucre peut avoir un intérêt et si on aime, il faut consommer le café. Si on aime le café avec du sucre, avec du lait, il ne faut pas se priver. Il faut faire ce qui, finalement... ce qu'on aime. Oui, voilà, il faut se faire plaisir. Et je pense qu'il y a différentes préférences et il n'y a rien de mal à ça. Maintenant, effectivement, il y a des cafés qui marchent mieux avec le sucre que d'autres. Et donc, en général, je conseille toujours, c'est d'essayer de se désaccoutumer quelque part du sucre. Ouais. En plus de ça, c'est meilleur pour la santé aussi. En plus. Alors, j'ai lu qu'on pouvait mettre du sel dans son café. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. J'ai jamais... Oui. j'ai jamais vraiment testé, en fait. J'ai jamais osé. Oui, j'essaye, mais effectivement, le sel, c'est un exhausteur de goût. Et donc c'est possible. Oui. D'accord. Il faut vraiment que je teste. Mais donc ça, je peux pas dire si c'est bon, mais effectivement, a priori, ça fonctionne assez bien. Donc juste pas trop, mais juste une petite pincée de sel dans le café, ça permet de faire effet d'exhausteur. D'accord. Je pense qu'après l'émission, je vais aller tester pour voir. Allez. Bon courage. Si tu avais dis-moi. Non, je pense que ça donnera de bons résultats. Je te dirai ça après. Okay. Si tu devais nous conseiller sur une machine quand on débute dans le café, mais qu'on a quand même envie de boire quelque chose de bon, c'est-à-dire on veut pas rester au café soluble, on a envie de monter un petit peu en gamme, tu conseilles quelle machine à la maison ? Alors, la meilleure machine que je peux conseiller, c'est un bon moulin à café. Ouais.
Et bien souvent, quand on pense café ou méthode de préparation du café, on pense à la cafetière, au système en fait pour préparer le café. Ouais. Or, pour faire un bon café, on n'a pas besoin d'avoir une cafetière très sophistiquée. Par contre, ce qui est assez essentiel, c'est d'avoir un bon moulin. Alors, le moulin va pouvoir... donc, quand je dis bon moulin, c'est un moulin soit manuel, soit électrique, avec des meules, de préférence en acier, mais on peut aussi avoir des meules en céramique. C'est pas des moulins à hélice, parce que les moulins à hélice, ça fonctionne pas très bien. D'accord. Mais les moulins avec des vraies meules. Et en fait, le moulin, ça va permettre deux choses. Ça va permettre de moudre son café fraîchement avant de le préparer. Et ça, c'est très important. Parce que le café, c'est un produit frais. Donc, une fois qu'il est torréfié, le café, il va perdre en fraîcheur avec le temps. Donc, c'est pas une denrée qu'on peut conserver pendant des semaines, voire des mois. C'est un café, c'est un produit qui a une durée de vie assez limitée, un peu comme le pain ou d'autres produits. Et donc, il s'oxyde en fait. Et donc, à partir du moment où le café il est moulu, il va s'oxyder plus rapidement. Et donc, du coup, si on achète du café qui est déjà moulu ou si on le fait moudre dans le magasin, le café il va perdre en fraîcheur beaucoup plus vite. Donc, le fait d'avoir un moulin à la maison, ça permet de le moudre juste avant de le préparer. Donc, du coup, on va pouvoir garder toute la fraîcheur en fait dans le grain. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir régler la taille de la mouture. On va pouvoir moudre un peu plus fin ou moudre un peu plus épais. Et en fait, suivant comment on prépare le café, on va vouloir des moutures avec des tailles un petit peu différentes. Okay. Donc, je parlais par exemple du café filtre. Le café filtre, en général, ça demande une mouture qui est assez moyenne, voire épaisse. Maintenant, si on fait cafetière italienne ou même si on a une machine espresso à la maison, il va nous falloir une mouture beaucoup plus fine. Et donc, du coup, le fait d'avoir un moulin chez soi, ça permet finalement d'ajuster cette taille en fait, de mouture. D'accord. Et donc, c'est vraiment, si on a un budget à octroyer pour préparer du bon café à la maison, ma meilleure recommandation, c'est de commencer avec un bon moulin, parce que c'est la pièce la plus importante pour la préparation, la pièce d'équipement la plus importante pour préparer un bon café. D'accord. Et par exemple, je suis toute seule. Le dosage, je fais comment? Je suis toute seule, je vais me faire un café. C'est quoi le dosage pour une personne pour un café normal? Quand on parle de la majorité des méthodes douces, donc quand je dis méthode douce, c'est café filtre ou c'est cafetière à piston. En général, un bon ratio, c'est 60 grammes de café pour 1 litre d'eau. D'accord. Donc, par exemple, là, juste avant le podcast, je me suis préparé un mug de café. Et ce mug, je me suis préparé, il fait 250 millilitres. Donc, c'est un quart de litre. Il faut bien faire. 250 millilitres, donc c'est un quart d'un litre. Donc, un quart de 60 grammes, c'est 15 grammes de café. Donc, je sais que j'utilise 15 grammes de café pour 250 millilitres d'eau. D'accord. OK. Donc, ça c'est un peu le ratio pour utiliser... Pour l'espresso, c'est encore un petit peu différent. Ouais. Mais c'est vrai qu'à faire de l'espresso à la maison, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, en général, je conseille toujours, si vous avez envie de boire un bon espresso, allez dans un coffee shop, allez dans un café et commandez-vous un espresso au comptoir. Ouais, un bon truc. À la maison, c'est beaucoup plus simple de se préparer une bonne tasse de café filtre ou une cafetière italienne, une cafetière à piston. D'accord, ça c'est bon à savoir. On arrive bientôt à 1 heure de podcast. Alors, le sujet est super intéressant en fait. Ouais. Je découvre tout un monde et c'est vrai que moi qui aime le café, je trouve ça hyper passionnant. Et alors j'ai le livre à la maison, je l'ai jamais ouvert, mais tu m'as donné envie, donc je vais aller l'ouvrir. Ok, super. Et on va terminer sur cette question. Si on ne devait retenir qu'une chose pour toi, le message le plus important à propos du café ou je sais pas, un truc hyper important que tu as envie que les gens retiennent, ce serait quoi? Consommer moins, mais consommer mieux. J'adore. Et ça vaut pour le café, mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout, exactement. On vit dans un monde où, bien souvent, il vaut mieux se faire plaisir et d'acheter des meilleurs produits en
quantité, de bonne qualité, qui sont respectueuses de leur environnement, plutôt que de vouloir avoir tout et d'acheter du mauvais. Et donc, du coup, ça vaut, pour moi, ça vaut pour tout, mais ça vaut aussi pour le café, notamment avec tous les challenges, en fait, que l'industrie du café va rencontrer dans les années à venir. Je pense que c'est important d'être d'accord, de peut-être dépenser un petit peu plus d'argent sur le café. Ah oui, aussi, très important. Plutôt que de vouloir acheter des grandes machines espresso et de mettre beaucoup d'argent dans du matériel, investissez moins dans du matériel et investissez plus dans les ingrédients. Achetez du café de meilleure qualité. Et encore une fois, ça vaut pour le café, mais ça vaut pour tous les produits culinaires, je pense. Ouais. Un bon cuisinier peut cuisiner. On peut préparer des délicieux plats avec du matériel très simple tant qu'on a des bons ingrédients. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, merci François de m'avoir accordé cette pause café qui pour le coup est excellente. Merci. Avec plaisir. Et je te dis à très vite. Ouais, à très bientôt. Merci. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur 2 sur iTunes et Spotify.